pas toujours facile de réussir sa transformation numérique, surtout quand on est un gros établissement bancaire. Comment les banques s'en sortent aujourd'hui face à cette révolution de la data dans le domaine de la finance, du conseil financier. On parle de cette banque de demain avec Laurent Darmon en charge de la direction des nouvelles activités du Crédit Agricole. À ce titre, vous supervisez le fonds Innovation Fireca, les néobanques propulsent la banque as a service Ocali et vous êtes le fondateur et directeur général de la Fabrique by CA, donc start-up studio du groupe. Également à distance avec nous pour parler de ce sujet de la banque de demain, Sébastien Mailleux-Bibé, associé du cabinet de conseil en stratégie et management Verton. Vous êtes en charge du pôle services et financiers. Bonjour Sébastien. Vous travaillez, sur toutes ces problématiques de développement et de transformation. Avant d'être associé, je précise simplement que vous avez notamment été le directeur marketing client de LCL ou encore en responsabilité aussi chez AXA France. Donc vous connaissez par cœur ce secteur. Steve Rosenblum, fondateur de Libertify, donc banquier complètement numérisé que vous lancez en septembre et dont on vient de parler dans l'interview. Vous êtes aussi évidemment bienvenu pour participer à ce débat. Première question, je ne sais pas qui veut la prendre, on va dire en plateau. D'abord, quand on voit toutes ces initiatives des fintech, quand vous entendez Steve Rosenblum nous dire maintenant toute la partie risque d'investissement sur les marchés crypto et même sur les marchés en actions, on peut les confier à une application, on travaille avec de l'IA, des outils hyper personnalisés. Elles en sont où les banques par rapport à ça, à ce chahut là autour d'elles avec les néobanques, les fintech? Est-ce qu'elles sont totalement à la traîne? Elles en sont où de leur propre transformation? Alors, Steve évoquait tout à l'heure le fait que l'humain pouvait être le problème à cause des biais cognitifs. Il est aussi la solution. C'est-à-dire que dans un monde où vous avez besoin de plus en plus du digital pour être performant, analyser une data, on voit l'IA générative qui arrive, qui peut simplifier pas mal de choses. Ouais. Le fait de se dire qu'à un moment, vous avez encore l'humain en responsabilité, qui fait que si ça ne se passe pas bien, si vous avez besoin d'un conseil personnalisé, cet humain est là, on voit bien que ça a de la valeur. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui de la banque, c'est de voir comment on fait cohabiter une technologie, et la technologie, ce n'est que de la technologie, avec les objectifs des clients et avec cette responsabilité à la fin. On a vu avec le monde des cryptos, avec certains abus qu'il pouvait y avoir autour de l'IA, où on ne sait pas derrière la boîte noire ce qu'il peut y avoir, de se dire, j'ai besoin, si ça va mal, de me dire vers qui je me tourne. J'ai besoin de me dire que... C'est un SAV finalement, c'est ça, demain, la banque? Le fait de se dire que quand tout va bien, je peux utiliser le digital au quotidien et que finalement, moins je vois l'humain, mieux je me porte parce que je suis capable d'être autonome, que les choses sont simples, c'est le monde vers lequel on va. Mais c'est un monde où le fait d'avoir un tiers de confiance, quelqu'un qui vous assure que ça va bien, qui est sérieux, vers qui vous pouvez vous tourner, et puis quand il y a des problèmes, parce qu'il y a des problèmes, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, vous ne maîtrisez pas toujours tout. Les Français, devant la finance, ont des vraies questions à se poser. C'est des questions de retraite, c'est des questions d'épargne qui sont importantes. Et là, vous n'avez pas forcément besoin d'un robot. Et donc, l'enjeu, c'est cette hybridation. Il ne faut pas opposer les deux. Et c'est ça qu'on essaye aujourd'hui de faire. Et donc... Alors, là, c'est bien, vous me posez le défi principal. Je vais reposer la question à notre consultant qui va peut-être me dire où en sont aujourd'hui les banques par rapport à ça. Est-ce qu'elles se sont déjà bien appropriées, ces nouveaux outils du numérique elles-mêmes? Comment elles se sentent adaptées à cette transformation numérique et de la data? Quel est l'état des lieux finalement, Sébastien Mailleux-Bibé? Alors, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'on est... On est au début de l'histoire. Je partage ce que vient de dire notre interlocuteur. Plus il y a de digital, plus il y a besoin d'humain. C'est ce que nous disent les Français dans toutes les enquêtes. Et en fait, c'est pas parce que vous utilisez tous les jours de plus en plus vos applications, le digital, que vous consultez vos comptes, etc., que vous n'avez pas besoin de conseiller. Et ça, c'est une tendance qui est très forte et qui est de plus en plus d'ailleurs affirmée par les clients et les Français en général. Plus il y a d'utilisation digitale, plus il y aura besoin, et il y a besoin aujourd'hui, de se tourner vers l'humain. Quand je vous dis qu'on est au début de l'histoire, en fait, les banques n'ont pas suffisamment encore aujourd'hui ni formé, ni équipé
leur conseiller sur l'ensemble des outils digitaux qui pourraient permettre de construire une relation, même à distance, à très haute valeur ajoutée. Et en fait, aujourd'hui, le comportement des clients, l'usage du digital est bien en avance, même si ça a tendance à ce qu'il y ait un rattrapage, est bien en avance par rapport à ce que les banques ont pu développer en termes d'outils pour les conseiller, d'outils de relations à distance, d'outils automatisés de recommandations sur des investissements, sur la façon d'utiliser, ou enfin d'épargner, la façon d'utiliser ces moyens de paiement, etc. Ouais, donc, moi, j'aurais juste envie de dire qu'on est au début de l'histoire, même si les banques ont beaucoup investi, mais par rapport aux usages aujourd'hui et aux usages futurs, il y a un rattrapage à organiser. Ouais, c'est-à-dire aussi mettre entre les mains des conseillers ces outils que tout le monde utilise. Une réaction, Steve ? Oui, et je souhaiterais affirmer le fait que l'humain est nécessaire. Et en fait, il faut bien comprendre là aujourd'hui qu'il y a une sorte de schisme dans la consommation. Vous avez les jeunes. Les jeunes n'iront plus dans les banques. Enfin, vous regardez autour de vous, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ça pose la question de l'agence physique. Ils vont pas pousser. Il faut vraiment se projeter dans 10 ans, dans 15 ans, quand ils auront des postes un peu plus importants. C'est une consommation qui change. Donc cette tranche de la population, on ne peut pas lui parler de la même façon dont on nous parle à nous ou à nos parents. Nous et nos parents, oui, on comprend la relation humaine. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre de Libertify, nous, tout ce qu'on a développé, c'est pour les banques. C'est-à-dire qu'on a développé tout ça pour que ça soit intégré comme étant l'assistant du banquier. Parce que le banquier, il n'a peut-être pas envie de répondre au téléphone à un client qui n'a peut-être pas envie de l'appeler pour lui dire « Ah, dis-moi, c'est comment mon portefeuille ?» Parce que lui, il a d'autres choses à faire. Tandis que cette réponse-là, en fait, l'IA et l'automatisation, elle est suffisante. Donc, il y a vraiment cette hybridation aujourd'hui sur la transition de la banque d'hier, vers la banque de demain, qui aujourd'hui sera une banque pour les jeunes. Et que veulent les jeunes ? Si on regarde leur consommation, c'est 100% on le voit avec les néobanques. Alors les banques ont elles-mêmes créé leurs néobanques ou racheté des néobanques, donc s'approprient ces nouveaux usages. En matière d'outils, ce que disait Sébastien et ce que dit Steve aussi, en matière d'outils à mettre entre les mains des conseillers, c'est par les startups que ça passe ? Il faut avoir recours aux startups pour ça ? Alors pas forcément. Si je prends un exemple de l'hybridation qui est sous-jacente à notre discours, aujourd'hui le conseiller, par exemple, il peut être aidé par l'intelligence artificielle pour gérer les centaines de mails qu'il va recevoir. Oui. Et la question n'est pas, c'est une machine qui répond. C'est pour trier par rapport à l'importance, pour lui amener une information contextuelle qui va lui permettre de prendre la décision et de répondre rapidement. Peut-être demain de l'aider à rédiger une réponse rapide, mais supervisée par l'humain. On voit bien que là, la technologie vient aider, mais elle vient vraiment en complément et elle intervient en amont, pendant et après. Mais vous faites appel à qui ? À quel genre d'acteurs, justement, pour vous apporter ces outils ? À des grandes ESN traditionnelles, à des petites startups ? Vous avez monté le startup studio de la Fabrique Bassea. Est-ce qu'à l'intérieur, ce sont des startups qui peuvent vous aider à progresser sur ces outils ? Alors les deux, je pense qu'il y a beaucoup de cerveaux en France très pertinents. Il y en a dans les fintechs, il y en a aujourd'hui dans les banques aussi. Et donc on a tiré profit de ce constat-là pour créer un startup studio dont le but est justement de se dire sur ces nouveaux enjeux, sur ces nouveaux usages, et on parle beaucoup de technologie, mais je crois qu'il faut revenir aux usages. Ouais. Et on voit qu'aujourd'hui la société évolue et on a besoin de choses que la banque doit faire qu'elle ne faisait pas avant. Par exemple, l'économie de l'usage arrive. Et donc, avant, on achetait un bien. Maintenant, on va peut-être le louer. On va louer un téléphone. On va louer peut-être de la puériculture. On va louer des meubles parce qu'on a un jeune qui s'installe pour ses études. Ouais. Et donc, on a créé Sline, par exemple, qui est comment je permets à tous les commerçants de passer à l'économie de l'usage en disant, je vais avoir des parcours sur mon site internet qui me permettent de proposer la location. Pourquoi la banque ? C'est une application ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un service pour les e-commerçants dont le but est justement de se dire comment j'aide le commerçant à passer à cette économie. Donc, on va lui construire des parcours, on va permettre d'avoir une orchestration de tous les services dont il va avoir besoin et puis de gérer un SAV qui ne gérait pas d'habitude. Et là où la banque devient pertinente, parce qu'on pourrait se demander mais pourquoi la banque vient là, c'est que finalement, avant, vous achetiez un bien et vous aviez besoin éventuellement de le financer à crédit, vous aviez besoin de l'assurer.
c'était les métiers de la banque. Dans l'économie de l'usage, il faut redéfinir le rôle de la banque. Il y a toujours besoin d'acheter un bien. Il est payé d'une certaine façon dans le temps par le consommateur final qui va le louer, mais il y a besoin de le financer. Il y a besoin de l'assurer aussi. Ouais. Et donc la banque doit s'adapter pour rentrer dans ces nouveaux parcours de vie. De la même façon, aujourd'hui, on voit avec la facture électronique du côté des entreprises qui arrivent que les entreprises vont devoir se digitaliser. Les grandes, elles sont déjà digitalisées, mais les petites, elles sont encore au papier. On voit la boîte à chaussures où on met encore ces factures quand on les reçoit, avec le risque de payer 2 fois, le risque des retards, les tâches qui prennent le week-end. Comment on digitalise ça et comment on fait que on paye à la fin. Ça fait partie du métier de la banque. Eh bien, il faut payer à la fin une facture. Ouais. Et finalement, est-ce que vous voulez avoir d'un côté la gestion et de l'autre côté aller dans votre banque pour payer et rapprocher tout ça? Alors vous pourriez dans votre outil faire les deux en même temps. Et on voit bien que la banque commence à sortir de la banque. Ce sont des produits financiers. Quand vous utilisez Uber aujourd'hui... Donc vous nous dites que ce n'est pas de la diversification, c'est vraiment une redéfinition du métier de la banque. Oui, vous parliez tout à l'heure de néobanque. Donc on a créé la plateforme Blank, qui est une banque digitale, justement, où l'humain est quand même là si vous avez un problème, vous avez un service. Mais il n'est pas mis devant. C'est-à-dire que le but, c'est de se dire, c'est suffisamment simple pour qu'en fait, l'humain, vous ne le voyez pas. C'est la promesse. Dans ce genre d'approche, on peut redéfinir complètement comment l'extra-financier et l'économie réelle vient dans la banque. Finalement, quand vous regardez une banque, c'est des débits, des crédits, c'est la comptabilité, c'est comme ça, c'est mes encaissements, mes sorties. Et en fait, l'économie réelle, c'est aussi mes débits et mes crédits. Comment je rentre mes factures liées à mon compte? Comment je vais déclarer à l'URSSAF ce que je dois, simplement en constatant combien j'ai encaissé de mes clients. Et finalement, vous apercevez que la banque, elle est au centre de la vie et elle permet d'aller beaucoup plus loin en simplifiant la vie des gens. Sébastien Maillot-Bibé, sur ce nouveau métier, ces nouveaux métiers de la banque, le rôle que doit jouer le conseiller, il y a aussi cette question... je dirais de la concurrence aussi à revoir entre les banques parce que de la même façon qu'on a 5-6 boîtes mail, aujourd'hui on a plusieurs banques, plusieurs outils, plusieurs applications pour gérer nos finances. Alors c'est d'ailleurs un des grands défis aujourd'hui qui s'adresse à toutes les banques, c'est que c'est de plus en plus facile d'ouvrir un compte, de souscrire un crédit ou de souscrire un compte d'épargne ou une assurance vie. En dehors de sa propre banque. Et il y a un phénomène qui est de plus en plus fort sur le marché, c'est qu'on est passé de la multibancarisation, j'ai plusieurs banques, à j'ai une seule banque ou deux, mais j'ai plusieurs partenaires financiers. Oui. Je peux souscrire un crédit chez Sofinco, chez CTLM, etc. Je peux placer de l'argent dans une fintech, je peux souscrire une assurance vie dans une autre banque ou chez un assureur. Et en fait, toute la difficulté aujourd'hui pour un banquier, et s'il veut que la relation soit à la fois rentable, pérenne et sans doute avec du potentiel dans le futur, il faut que, au fur et à mesure, il puisse bien détecter ce que fait le client, bien comprendre son comportement, connaître quel est son degré de multifinanciarisation et voir comment, au fur et à mesure, grâce à la data, grâce à une meilleure connaissance client, il peut précéder ou en tout cas accompagner les clients dans leurs futurs projets pour éviter que finalement la banque se transforme en seul établissement de gestion du compte principal, mais que l'ensemble de la relation qui fait que d'ailleurs cette relation est rentable pour un banquier, se passe à côté. Voilà. Donc il y a un vrai défi de recentralisation de la relation financière entre les clients et les banquiers. Donc une nouvelle guerre finalement d'appropriation de ces données de connaissances fines du client. Pour ça veut dire qu'il faut plus de data pour pouvoir créer des profils plus personnalisés de ses clients. On en est où, là, aujourd'hui, d'utilisation de la data par la banque pour connaître le client qu'elle a en face de lui? Alors, il y a une particularité quand même en Europe et en France, c'est que c'est quand même hyper réglementé. Mais vous pourriez aller dans les pays du Golfe, par exemple, où en fait, comme il n'y a pas de réglementation sur l'usage de la donnée, ils sont capables de... vous dire s'ils peuvent vous prêter de l'argent pour acheter un appartement, parce qu'en fait, ils analysent l'ensemble
de votre vie à travers les réseaux sociaux, vos comportements d'achat par Amazon, etc. Parce qu'il y a un gros partage de données, et donc ils arrivent à vous scorer. Aujourd'hui, en Europe et en France, ce sont des choses qui ne sont pas spécialement possibles, mais il y a quand même beaucoup de possibilités pour les banques pour beaucoup mieux exploiter les datas qui sont déjà dans leurs propres mains. Même si la data appartient aux clients, les banques peuvent beaucoup mieux utiliser les datas qu'elles ont entre les mains pour mieux personnaliser la relation. Et aujourd'hui, on a encore des modèles de segmentation qui sont très classiques par rapport à ce que l'on détient, par rapport aux analyses des flux, etc. Alors que déjà, par l'analyse de vos dépenses de carte bancaire, par l'analyse de vos comportements sur le digital avec les applis, etc., par l'analyse de ce que vous détenez ou pas, en allant plus loin, vous pouvez beaucoup mieux personnaliser les approches relationnelles qu'une banque pourrait mettre en œuvre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le métier du conseiller doit changer parce que si vous voulez recentraliser la relation, il va falloir que le conseiller soit beaucoup plus proactif et quelque part sorte de son agence et n'attende pas que le client vienne vers lui. Alors, on a une étude d'un cabinet de conseil. Je cite un autre cabinet de conseil, désolé Sébastien, MC2I, avec l'Institut d'études Becoming sur l'évolution justement des usages et des attentes des clients bancaires, qui est sorti en janvier 2022. Donc ça date un peu, mais enfin je pense que les choses n'ont pas tellement changé dans l'autre sens. Déjà, on nous disait que 68% des clients pensaient que l'IA, l'intelligence artificielle, allait remplacer le conseiller pour les opérations courantes. Ça veut dire vraiment le métier du conseiller. Il y a le métier de la banque, mais le métier du conseiller, il est très, très mis au défi de changer vite, rapidement, là. Je pense qu'il y a un vrai défi aujourd'hui qui est de mettre la valeur là où elle est utile. Et donc, il y a des endroits où finalement... mais si on a des IA aujourd'hui qui savent faire, qui savent nous alerter, quand il faut investir, désinvestir... Vous avez raison. Elle est où la valeur ? Il faut utiliser l'IA, il faut utiliser la data, là où elle permet de personnaliser, de simplifier la vie. Finalement, le soir, peut-être quand vous avez fini votre journée, votre agence est finie, il y a des choses que vous voulez faire. Et donc, il faut que ça soit simple à faire. Et là, on voit bien qu'être guidé, être accompagné, avoir une interface personnalisée qui s'adapte vraiment à qui je suis et mes derniers usages, c'est utile. Et la data, elle va permettre de personnaliser les interfaces qu'on a en face. Elle va permettre que quand je commence un process, finalement, l'interface s'adapte progressivement à ce que je suis en train de faire. Elle anticipe un peu pour me simplifier la vie. Et en même temps, j'ai besoin que mon conseiller monte en compétences parce qu'il a de plus en plus de choses à faire. Le monde se complexifie, il a lui aussi plus de data et il est encore plus attendu qu'avant. Oui. Justement parce qu'on est dans un monde un peu plus complexe. Aujourd'hui, on veut faire du financement, on veut épargner, on parle beaucoup des retraites. Toutes ces questions-là, ça fait que dans un monde où ça bouge beaucoup, on a parlé de volatilité avec Steve tout à l'heure, on parle de crypto, il faut que le conseiller arrive à maîtriser cet environnement qui est celui de son client à la fin. Et donc, s'il n'est pas aidé par la technologie, il n'y arrivera pas. Donc on voit que la technologie, c'est la réponse au sujet. Il a un rôle d'inclusion numérique aussi, parce que toute la population française n'est pas forcément à l'aise avec ces nouveaux outils du numérique. Donc il faut quand même garder aussi aux conseillers cette place importante de repère, de guide, d'accompagnant presque dans la transformation. Vous avez raison, et dans l'inclusion, il y a aussi la question du prix. Et aujourd'hui, la technologie permet de simplifier des choses pour proposer à bas coût. Par exemple, Crédit Agricole à 2 €, vous avez un compte, une carte, une agence, un conseiller. Tout ça à 2 €. Dans le monde d'avant, je ne suis pas sûr que ça aurait été possible. Dans un monde digital, tout d'un coup, ça devient accessible parce que, en fait, quand vous avez des besoins simples, il y a beaucoup de choses que vous faites tout seul. Mais vous avez quand même le conseiller à la fin si vous avez besoin. Alors, dans le domaine de la banque, je pense qu'on a les moyens quand même de réussir cette transformation numérique, mais il reste la question justement de l'humain. Comment on accompagne aussi cette transformation en interne ? C'est par la formation. Sans doute le plus gros défi. Et on commence à voir notamment, Crédit Agricole fait des formations en utilisant de plus en plus l'IA pour être plus immersif, plus dans des situations réelles. Et on voit là encore... Vous les emmenez dans les métavers ? Alors, pas forcément le métaverse, mais avoir des casques virtuels, avoir une conversation immersive avec le client qui fait que vous allez pouvoir
tester des situations qui sont assez peu courantes. Ça permet de monter en compétence aussi du côté de nos conseillers. Merci beaucoup Laurent Darmon, la fabrique Baïséa. Merci aussi à Sébastien Maillot-Bibé du cabinet Verton pour vos éclairages, votre pertinence sur ce sujet. Et merci à Steve Rosenblum de Libertify d'avoir participé au débat. On fait une petite pause et ensuite on se retrouve pour parler de l'empreinte digitale et sociétale de la donnée.